Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce premier épisode de la Pod Affiliation, le podcast 100% affiliation. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Maximilien Labadie, expert en affiliation Amazon. Maximilien que j'ai travaillé au corps pour qu'il nous dévoile comment vivre de l'affiliation grâce à Amazon. Au cours de cet épisode, nous aborderons les sujets comme les 3x3 compétences à avoir pour se lancer sur les sites de niche. Également, on verra ensemble combien peut-on espérer gagner par mois grâce à la combinaison d'Amazon et de sites thématiques. À savoir, avant de commencer, deux choses. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu regardes cet épisode sur YouTube ou également de t'abonner à SoundCloud. Également, sache que j'ai préparé des bonus pour les membres de la Pod Affiliation. Alors, comment devenir membre ? Tu as toutes les informations dans la description, que ce soit sur YouTube, sur le blog ou également sur SoundCloud. Et donc, tu vas avoir le droit à 3 bonus gratuits. Donc, les 3 premiers bonus, ce sont des audios privés que j'ai réalisés avec Maximilien. On va voir dans un premier temps les 5 critères pour détecter une niche rentable sur Amazon. Également, on va voir ensemble les erreurs à éviter. Et puis le troisième bonus, ensemble avec Maximilien, on a décidé de t'offrir une étude de cas dans laquelle on va réaliser la recherche d'une niche rentable sur Amazon. Également, sache que Maximilien a une formation pour aller beaucoup plus loin pour générer des revenus grâce à Amazon. Tu auras également des bonus supplémentaires pour les membres de la Pod Affiliation. Dans tous les cas, tu as tous les renseignements dans la description. Et sans plus attendre, je te propose de retrouver Maximilien. Bonjour Maximilien, bienvenue dans ce podcast. Je crois que c'est la première fois que tu interviens dans la version podcast. On avait fait pas mal de vidéos tous les deux finalement quand on était à Bangkok, je me souviens. Également, dernièrement, on a fait des vidéos ensemble pour ta chaîne. Et donc, tu es un petit peu l'un des premiers qui vont baptiser le podcast. Donc, je te remercie d'intervenir. Donc, merci à toi Kevin de m'accueillir sur ton podcast et c'est un vrai plaisir en tout cas de pouvoir y contribuer. Écoute, super, je pense que on va avoir pas mal de pépites tout au long de cet audio, donc je sais pas combien de temps il va durer, on est vraiment en mode chill, on est posé, on est chez nous, on parle entre potes, voilà, et donc toi auditeur, n'hésite pas à prendre un papier et un crayon parce qu'il y a peut-être des petites pépites qui vont sortir ici et là. Donc Maximilien, je pense que je vais plus te présenter, mais vu que maintenant, je publie notamment sur d'autres plateformes telles que SoundCloud et il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux, toi, de ton côté, te présenter qui tu es, où tu vis, voilà. Bien sûr. Alors, moi, c'est Maximilien Labadie, j'ai 29 ans. Je suis installé à Bangkok depuis 2012. Et donc, je vis de mon activité en ligne depuis pas mal d'années déjà maintenant. Donc, je m'étais lancé en 2009, même lorsque j'étais étudiant. J'ai commencé à créer mes premiers sites de niche et rapidement j'ai pu voir qu'il y avait un potentiel parce que je commençais à générer plusieurs centaines d'euros par mois et rapidement j'atteins le palier de 1000 euros et là j'ai compris qu'il y avait quelque chose et que mon avenir ça serait peut-être lié à ça en fait, travailler sur internet. Ouais, alors quand tu dis rapidement, il t'a fallu combien de temps pour passer la barre des 1000 euros par mois? J'ai dû arriver en même pas un an à peu près. Ouais, maximum un an. J'ai dû arriver déjà à de très bons résultats. Et il faut dire qu'à l'époque, c'était tout juste avec AdSense en fait. Au début, je me focalisais uniquement sur le truc le plus simple. Ok. Ouais, c'était vraiment, tu renvoyais les personnes cliquer sur les publicités Google. T'avais pas vraiment de l'affiliation comme tu fais maintenant. C'est ça exactement. Au tout début, j'ai essayé de drainer un maximum de trafic de Google. Ouais. Et donc c'est comme ça ensuite que je me suis rapproché de la communauté SEO. Ouais. J'ai essayé de me former un maximum là-dedans et puis effectivement c'est ça qui m'a servi pour drainer beaucoup de trafic et générer beaucoup de clics par la même occasion. Ouais, donc un petit background quand même de SEO, référencement, t'as appris sur le tas, non? C'était parce que finalement c'était quand même beaucoup plus entre guillemets facile à l'époque que maintenant. C'est vrai que actuellement Google met pas mal de claques et a quand même pas mal resserré les vis. Mais je me souviens à l'époque où j'étais blogueur voyageur, c'était en 2010-2011. Le but était d'avoir le maximum de backlinks et puis généralement tu rankais. Maintenant, c'est quand même un petit peu plus délicat. Exactement. C'est vrai que quand j'y pense, à l'époque je lançais un site, je faisais un maximum de liens optimisés. Je faisais même des liens carrément, j'optimisais les encres, peu importe le spot que je récupérais, je le faisais.
effectivement, j'avais des résultats très rapides. Je pouvais ranker sur des requêtes concurrentielles, passer devant de gros portails, et puis effectivement générer plusieurs milliers d'euros par mois grâce à AdSense. Et finalement, après, c'est vrai qu'il y a eu le revers de la médaille. Ouais. Et heureusement, avant qu'il y ait eu les pénalités Pingouin et Panda, j'avais vu un petit peu le vent tourner, et là, j'avais commencé à faire vraiment des sites de qualité, des liens de qualité. Et effectivement, j'ai pu stabiliser mes revenus et ne pas avoir de gros soucis financiers. Ok. Et c'est quoi pour toi un site et un référencement qualitatif pour quelqu'un qui se lance? Alors c'est une grosse question. Alors un site de qualité, déjà, ça va être un site forcément qui va répondre à tous les besoins et attentes des internautes sur un sujet bien précis. Donc il va falloir fournir un contenu agréable à lire. Il faut que le site soit vraiment bien foutu, que les gens ils y trouvent leur compte dessus. Ouais, c'est vraiment apporter de la vraie information de qualité. C'est pas tu prends un article pour uniquement plaire à Google en espérant être ranké sur les premières pages. C'est vraiment apporter une plus-value à la personne qui va le lire. Exactement. En fait, la priorité, ça va être l'internaute, parce que dans tous les cas, maintenant, Google, il analyse le comportement de l'utilisateur et il va voir en fait si le contenu il est bien ou pas, si la personne reste sur le site, si elle quitte le site immédiatement. Donc, on a tout intérêt en fait à faire des contenus de qualité pour ces sites. Et puis d'autre part, pour un référencement de qualité, ça va être tout simplement des liens obtenus sur des sites pertinents en fait, si possible dans la même thématique, sur des sites entre guillemets trustés, donc appréciés de Google, et tout simplement des sites qui rankent sur Google, parce que lorsqu'un site rank sur Google, ça veut dire que le moteur de recherche il aime bien, et donc on a forcément intérêt à obtenir donc des liens de qualité, fournir un contenu de qualité, et quand on a les deux en général, on réussit à ranker beaucoup plus facilement sur les moteurs de recherche. Ok, alors est-ce que tu peux juste pour les auditeurs qui découvriraient le référencement, qui ne connaissent pas encore, qui connaissent pas encore le SEO, un petit rappel sur c'est quoi vraiment le référencement, comment on référence un site, qu'est-ce qu'un backlink? Ouais, alors le référencement ça va être un ensemble de techniques à apporter à son site, mais donc ça, on appelle ça le référencement interne, donc l'optimisation de son site. Ouais, ça va passer par exemple sur le fait d'écrire des articles qui sont Google friendly, entre guillemets, t'écris un article de blog, un article de site, peu importe, et quand Google va scanner ton article, il faut qu'il sache que ça parle de tel sujet et que et que ça va te positionner sur tel mot-clé. Donc ça, c'est vraiment important quand même à prendre en compte. C'est ça. Ouais, si on peut donner quelques exemples d'optimisation interne, c'est ça. Ça va être déjà une page a pour objectif de ranker sur un mot-clé. Ouais. Et on va pouvoir optimiser les balises title, les titres, donc tout ce qui va être H1, H2, H3, donc titre et sous-titre. Ouais, ça c'est ce qu'on retrouve sur WordPress finalement. Comment ? Ça c'est ce qu'on retrouve sur WordPress. Tu vois, le H1 c'est le titre principal de l'article et après H2, H3, etc. c'est quand vous êtes sur WordPress. Vous avez justement, quand vous êtes dans l'éditeur, vous pouvez choisir de mettre soit en gras, soit en italique, mais également en H1, également H2 et H3. C'est bien ça. Et d'autres techniques de référencement interne qui coulent de source, ça va être tout simplement d'avoir un site bien structuré, facile à naviguer, d'avoir un site optimal, rapide à charger, responsive, ça veut dire qu'il va être accessible sur tous les supports, donc PC, smartphone, tablette, etc. Et donc pour en revenir maintenant au référencement externe, qui va être la partie un peu plus dure du référencement, ça va être justement l'acquisition de liens, en fait, des liens qui pointent après vers son site. Et on appelle ça donc un backlink. Ok, ouais, donc pour vraiment être clair, parce que je sais que des fois j'en parle avec certaines personnes et c'est pas évident de concevoir quand on ne connaît pas du tout en fait un lien externe. C'est imagine que toi tu as ton site qui est au milieu, je sais pas si on parle des chats parce que c'est souvent la thématique qui revient, que tu as un site sur les chats, tu as un site qui parle d'animalerie, tu as un site je sais pas de la SPA. Eh bien, ces sites vont renvoyer un lien vers toi. Donc, en gros, quand tu vas être sur un texte ou sur le site de la SPA, tu vas avoir un petit lien cliquable et quand tu vas cliquer dessus, ça va renvoyer sur ton site sur les chats. Là, c'est un lien, c'est un backlink. Ah, tout à fait. Ah, parce que j'ai eu pas mal de personnes, justement. Je me souviens quand j'étais sur Bangkok, Mike, pour pas le citer, je sais pas s'il écoutera de ce podcast, et qui me disait il avait un site sur du sport mécanique pour pas aller plus loin. Et il me disait c'est bête, putain, ça fait 6 mois que je suis en train de bosser sur mon site,
voilà, j'ai tant d'articles, etc. Et putain, ça décolle pas. Et là, je lui dis, mais t'as combien de backlinks? Il me fait, mais c'est quoi un backlink? Je fais, bon, je pense qu'on a trouvé le problème. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, c'est sûr que voilà, quand on a un site, c'est bien d'avoir le meilleur site du monde, mais si derrière, si on le fait pas connaître, notamment par des backlinks, par le référencement naturel, ben c'est peine perdue en fait. C'est tout le C'est un travail petit peu derrière qui va être un petit peu perdu en quelque sorte. c'est un indicateur de popularité finalement. Exactement, c'est ça. Et donc toi, selon ton expérience, après je sais que ça dépend forcément des niches, mais on va dire sur une niche qui est, on va dire, peu concurrentielle, à partir de combien de liens tu peux te dire là le référencement il commence à être sympa pour que je puisse ranker. Alors ranker, c'est être arrivé dans les premières pages de Google, dans les premières positions. Ouais. Alors ça c'est aussi une question piège parce que ça dépend. En fait, ça va dépendre de tellement de facteurs internes et externes, de la concurrence, du marché, de pas mal de choses. Mais bon, si on reste sur un site de niche classique, dans la moyenne, si on est sur une concurrence très faible, si tu réussis à acquérir une vingtaine, trentaine de liens de qualité, ouais. Normalement là on a déjà des résultats et on pourrait paraître déjà en page 1 ou page 2 de Google. Ouais, donc je confirme. Mais après, c'est vrai qu'il y a des fois, on rank pas forcément sur le mot-clé principal, mais des fois, on rank sur tout un champ lexical qui est autour du mot-clé principal. Et des fois, ça suffit largement déjà pour commencer à monétiser ton site. Donc, tu nous parlais que tu as commencé avec de l'AdSense, et donc, il y a un moment, tu as dérivé sur l'affiliation pure et dure. Ça s'est passé comment ? Bah écoute, j'ai dû apprendre une nouvelle compétence qui est tout simplement la conversion, le marketing. Ouais. Et donc un univers tout aussi passionnant finalement. On apprend plein de choses en fait quand on se lance sur Internet. On apprend différents métiers. Et donc là, j'ai appris à optimiser mes sites. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait justement que tu es passé de AdSense vraiment à l'affiliation ? Ça a été quoi le déclic en fait de te dire maintenant je vais vendre le produit des autres au lieu de faire uniquement du clic ? Je pense que c'est le fait d'avoir suivi pas mal de personnes, pas mal de blogs US notamment. Ouais. Et je voyais de plus en plus de gens se reporter sur l'affiliation parce que voilà, tout le monde disait simplement que ça rapportait plus. Ouais. Et alors je me dis pourquoi pas moi aussi. C'est vrai que même si à l'époque j'avais beaucoup de sites très informationnels, difficiles à convertir en termes d'affiliation, ouais. Je me suis dit je vais lancer de nouveaux sites vraiment orientés affiliation. Où j'ai commencé à allier en fait AdSense plus affiliation. Ouais. Et donc au début, forcément pour moi AdSense ça marchait un peu mieux parce que j'avais pas les meilleures techniques d'optimisation de la conversion. Mais petit à petit j'ai commencé à faire des tableaux comparatifs, de jolis boutons d'appel à l'action, un ensemble de choses en fait qui finalement a vraiment changé la donne parce que j'ai commencé à gagner après beaucoup plus avec l'affiliation qu'avec AdSense. Ok. Et à partir d'un certain moment, c'est vrai que je suis vraiment focalisé uniquement sur l'affiliation, tout simplement parce que de plus en plus de gens en fait utilisent des adblockers. Donc ça, c'est la première raison. Okay. Que j'ai une chute de mes résultats vraiment progressif. Bon, ça n'a pas été brusque, mais ça a été progressif de mes gains AdSense, notamment avec les adblockers, mais aussi tout simplement parce que voilà, je pense qu'aussi AdSense a diminué les revenus en fait, tout simplement qu'ils reversaient au webmaster, ils ont augmenté leur part en fait, leur propre part. Ok, donc affiliation, tu as testé quel type de thématique? C'était quoi à l'époque comme affiliation que tu faisais? Ce que j'ai commencé à faire en fait, c'est l'affiliation en fait, très simple, c'est l'affiliation Amazon, hein, qui était le plus populaire. Et je me suis aussi reporté sur les plateformes d'affiliation importantes qu'il y avait à l'époque. Alors, c'était quoi avant Ewin, j'ai oublié le nom. Hein. Ah, je crois que c'est ça, Awin, hein, Affilinet, des choses comme ça, Net Affiliation. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Net Affiliation, je crois. En fait, j'étais sur Net Affiliation, j'avais fait Trade Doubleur, j'en avais fait pas mal en fait, et il y en a beaucoup qui ont changé de nom depuis, hein, qui ont été rachetés. Mais effectivement, je me suis testé à pas mal de thématiques, notamment tout ce qui est bricolage, maison, jardin. Et puis après, je suis vraiment diversifié. J'ai fait énormément de choses, autant du trading que de la santé, la séduction. Vraiment, voilà, toutes sortes de thématiques un petit peu pour tester un petit peu tout ça et voir ce qui marchait le mieux et ce qui me conviendrait le mieux. Ok, bah c'est vrai que
À partir du moment où tu commences à fouiner, c'est vrai que des plateformes d'affiliation, tu en as énormément, des thématiques à aborder pour faire de l'affiliation, tu en as également énormément. Et je voulais te poser une question, t'en penses quoi de 1TPE et ClickBank? J'en pense beaucoup de bien. J'en pense vraiment beaucoup de bien parce que ce sont sites de plateformes que j'ai utilisés vraiment pas mal. Donc il faut savoir que ce sont des plateformes pour les produits numériques en fait, donc notamment on peut dire les e-books. Et donc forcément, ce qui est intéressant avec les modèles de ces sites-là, c'est que ce sont des produits informationnels, donc avec des marges très intéressantes. Et il faut savoir que les marges vraiment, en général, c'est 50% qui sont reversés sur chaque vente de e-book. Donc 50% pour l'affilié. Et parfois, ça peut monter jusqu'à 70%. Donc vraiment, c'est très très intéressant d'exploiter ce filon-là. Ok, parce que c'est vrai qu'après moi, j'ai une vision, enfin, pour tout te dire, c'est pas forcément les plateformes que... Enfin, déjà de visu, quand tu vas dessus, notamment 1TPE, je trouve que c'est un petit peu... pas has-been, mais tu vois, quand tu vas sur la plateforme, tu fais bon, voilà, tu sais que c'est pas Internet de maintenant. Et après, je sais pas, j'ai toujours une réticence. Alors, j'ai pas vraiment testé, hein, c'est juste plus une impression. Et je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de produits qui étaient pas forcément qualitatifs. Du moins, quand tu regardais la page de vente, tu te disais, ça va être dur de le vendre. Toi, ton retour, parce que je sais que tu as fait la promotion de certains guides, notamment dans la santé. Quels sont les retours de ton côté par rapport à ça? Est-ce que les taux de conversion, notamment sur ces pages de vente, notamment sur 1TPE, sont intéressantes? Alors ça va vraiment dépendre du profil parce qu'en fait tout un chacun peut rejoindre ces plateformes-là, que ce soit ClickBank ou 1TPE. Et donc forcément là on va avoir de tout, on va avoir des produits de qualité, des produits de moins bonne qualité, des fois ça va être les pages de vente qui vont être réussies, des fois ça va être plus mitigé. Donc je pense que c'est important en fait de bien fouiner dans un premier temps, de regarder ce qu'il y a de disponible dans sa thématique et de voir si donc le vendeur de e-book il est sérieux déjà, s'il a beaucoup de ventes de réaliser. Est-ce que son produit il est bien? C'est pas mal aussi de le commander pour voir comment il est concrètement. En général c'est pas très cher. On peut même le contacter pour l'obtenir gratuitement dans certains cas. Et puis ensuite, il faut voir si la page de vente elle est suffisamment bien foutue. En général, ce qui est bien avec ClickBank, c'est qu'il va te dire un indicateur pour le taux de conversion. Donc ça va être déjà assez parlant. Et donc, à partir de là, si tous les bons ingrédients ils sont réunis, ça va être intéressant de promotionner ce produit. Autrement, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de produits pas très très intéressants sur ces plateformes, donc il faut faire le tri. Ok. Et donc toi, quand tu fais la promotion d'un produit, notamment sur un TPE, tu as ton site de niche qui traite de la thématique et tu renvoies les personnes directement sur la page de vente ou peut-être du mailing, je sais pas, pour pouvoir après faire la promotion de tel ou tel produit. C'est ça exactement, tout à fait. Ok. Cool. Bah, tu vas peut-être me faire changer d'avis sur un TPE. Donc pour le moment, je suis sur d'autres types de produits, mais écoute... Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on verra. Et donc, si je t'ai interviewé, c'est que tu es quand même l'un des spécialistes francophones dans tout ce qui va être affiliation Amazon. Qu'est-ce qui te plaît tant dans Amazon finalement? Il y a plusieurs choses en fait. Forcément, déjà, tout le monde connaît Amazon, c'est le leader du e-commerce en France, en Europe et aux États-Unis. On y trouve absolument tout type de produits, donc ce qui est absolument génial. C'est qu'on peut faire la promotion de produits et de marques. Donc, toutes les grandes marques du monde se trouvent sur Amazon. Et donc forcément, on va pouvoir jouir de cette popularité, de ce sérieux. Et il faut savoir aussi qu'Amazon, c'est le numéro 1 en termes de conversion. Donc lorsqu'on envoie quelqu'un, un visiteur qui est suffisamment ciblé sur Amazon, et normalement, on a un très bon taux de conversion. Alors, les points positifs, ils sont très nombreux en fait, il y en a vraiment beaucoup. Il faut savoir qu'il y a aussi un point négatif. Ça va être, alors est-ce qu'on peut faire les 3 points positifs et les 3 points négatifs, comme ça pour faire une balance équitable? Ok, d'accord. Alors, en fait, des points positifs, j'en ai beaucoup, et des points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est assez important aussi. Il faut tout prendre en compte. Alors, les 3 plus gros points positifs, ça va être la renommée de Amazon. Donc, voilà, la conversion. Et le 3e point, c'est le fait qu'on y trouve absolument tout. Voilà. Alors, je suis d'accord sur le fait de la renommée d'Amazon. Hein, j'apporte ma pierre à l'édifice. J'avais un site de niche sur une thématique, on va dire, plutôt orientée adulte.
et je faisais de la promotion sur Amazon. J'avais pas mal de ventes et je me suis dit tiens, je vais passer sur un site spécialisé dans lequel les produits sont plus chers et j'ai une commission plus forte et avec des produits de meilleure qualité surtout. Et bien sur Amazon, je devais en fait comment dire, je vais y arriver. Voilà, c'est le podcast du matin, hein. Le cerveau est pas encore branché de partout. En fait, les ventes se sont écroulées à partir du moment où j'ai recommandé le site spécialisé. Donc je suis repassé sur Amazon après. Et ça, mon expérience elle va dans ton sens aussi, parce que j'ai aussi des sites sur lesquels j'ai plusieurs sites en fait où je couple Amazon avec d'autres solutions. Ouais. Il y a plus de produits, ou des fois ce sont des plateformes aussi qui proposent des meilleures commissions qu'Amazon. Mais les revenus sont pas forcément meilleurs et les conversions elles sont plus basses aussi. Donc faut voir aussi le pour et le contre des deux côtés. Bah tu profites de la grosse machine Amazon quoi finalement. Ouais. Vraiment c'est vraiment le mastodonte, on peut pas s'en passer. Amazon dans le e-commerce. Et pour en venir en fait au point négatif, j'en vois qu'un seul en fait. Ça va être la rémunération. Ouais. Où, on va avoir différents paliers en fait. En fonction de chaque catégorie, il va y avoir un pourcentage. Donc en gros, ça va de 3 à 12% si je me trompe pas, de commission sur les ventes en fonction des catégories. Et donc voilà, il y a des catégories à éviter. Par exemple, tout ce qui est électroménager, smartphone, télé, tout ça. Voilà, ce sont des produits qui coûtent cher. Malheureusement, les commissions elles sont à 3%. Ouais. Et à la fin, et c'est des produits pas forcément faciles à vendre aussi sur un site de niche. Donc et c'est concurrentiel. Donc il y a des trucs à éviter. Mais d'autre part, il y a des catégories où ça va être beaucoup plus intéressant. Par exemple, dans le domaine de la maison et du jardin. Donc là, on peut proposer énormément de choses. On a beaucoup de produits qui sont à 7%. Donc là, c'est pas mal du tout en termes de e-commerce. On est vraiment sur un taux intéressant. Si on regarde du côté des concurrents e-commerçants français, par exemple Darty, Boulanger, tous ces gros sites-là, les commissions elles sont pas forcément mieux qu'Amazon aussi. Donc finalement, c'est pas si mal, quoi. Et donc voilà, en gros, pour l'affiliation Amazon, voilà, il y a le pour et le contre, mais je pense que c'est toujours bien en fait d'avoir des sites de niche orientés sur l'affiliation Amazon. Ok. Donc juste pour récapituler, selon toi, quelles sont les thématiques qui vont rapporter le plus sur Amazon? Donc tu avais dit tout ce qui était maison, jardinage. Jardinage, bricolage, tout ce qui est animalerie aussi, tous les produits pour les animaux. Il y a vraiment beaucoup de thématiques. Il y a une page en fait où Amazon a réalisé un tableau récapitulatif en fait, où il y a toutes les catégories avec les pourcentages. Donc je recommande vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent sérieusement à l'affiliation Amazon d'y aller jeter un coup d'œil, de bien regarder en fait avant de choisir sa niche, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une bonne ou une mauvaise surprise. Ok, c'est toujours intéressant. Je pense qu'avant de lancer n'importe quel site de niche ou même business, c'est de faire entre guillemets ce qu'on peut appeler un business plan, mais de réfléchir à la niche sur laquelle tu vas te lancer. Il y a pas mal de critères à vérifier. Peut-être qu'on l'abordera dans le podcast ou dans d'autres vidéos par la suite, mais voilà, il y a vraiment des critères vraiment importants pour pouvoir te lancer. Juste en termes de critères, allez, pour en citer un, par rapport au nombre de recherches sur un mot-clé, imaginons que je veux me lancer sur un produit animalier. Toi, sur le mot-clé principal, tu pars à partir du moment où tu as combien de recherches mensuelles? Alors, c'est bien de partir sur un mot-clé déjà qui est beaucoup recherché en fait. Donc, ce qu'on va regarder, ça va être sur Google France. Si on est français, c'est pas mal. Et ça va être de trouver un produit qui est, si possible, recherché plus de 10 000 fois, en fait, par mois. C'est pas mal. Après, c'est pas forcément un chiffre fixe, ça peut être moins. Pourquoi pas? Parce que si c'est un produit qui est très peu concurrentiel, que derrière on peut avoir de bonnes commissions et qu'il y a un gros potentiel, pourquoi pas même partir à partir de 4-5 000, hein. Je me suis personnellement lancé sur des niches, des sites de niche basés sur 4-5 000 recherches mensuelles pour un mot-clé principal, et c'est vrai que on peut avoir des résultats beaucoup plus rapides aussi. Ouais, sachant que dans certains cas, tu as aussi pas mal de recherches connexes et un champ lexical qui est assez énorme. Donc même si ton mot-clé principal, tu n'as pas beaucoup de recherches, sur l'ensemble, finalement, c'est même pas sur le mot-clé principal où tu vas faire de l'argent, mais c'est sur une petite requête où tu n'aurais pas forcément pensé, mais tu as quand même réussi à ranker dessus et puis ça envoie derrière. C'est ça. Parce que c'est vrai que pour donner un ordre d'idée, la plupart des sites de niche que j'ai,
Donc le mot-clé principal va être basé sur une requête, en général à plus de 10 000. Des fois, ça va être 20, 30, 40 000, 50 000. Mais en général, je suis pas en page 1 sur le mot-clé principal, mais je vais bien ranker par contre sur toutes les requêtes secondaires qui sont à 1000, 2000, 3000 recherches mensuelles. Et là, quand on combine tout, ça fait un trafic monstre dans tous les cas, en fait. Et les conversions sont encore mieux en général parce que plus les gens font une requête précise, et en général, plus ils sont intéressés dans quelque chose. Donc, ça, et puis tu as certains mots-clés ou expressions avec, comment on appelle ça, des expressions de la forte conversion telles que meilleure, comparaison, des choses comme ça qui te dit je préfère me lancer peut-être sur, pourquoi pas en faire une page ou un article de blog, où justement tu as les mots-clés un petit peu avec des intentions d'achat qui sont assez fortes, où des fois tu as même aussi de la concurrence qui est beaucoup plus faible. Certes, tu as beaucoup moins de recherche mensuelle, mais si tu te positionnes, des fois ton taux de conversion il est énorme derrière. Ouais, c'est ça. Pour donner un ordre d'idée, moi j'ai un site de niche qui porte sur les tables basses. Donc c'est un site qui, table basse, la requête en elle-même, ça représente à peu près 50 000 recherches mensuelles en France, ce qui est vraiment énorme. On a des requêtes secondaires aussi qui peuvent dépasser les 8 000, 9 000. C'est vraiment c'est conséquent. Et il faut savoir en fait que les gens qui recherchent table basse, en général, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent déjà. On sait pas s'ils cherchent des informations, s'ils sont intéressés pour acheter, est-ce qu'ils cherchent des idées, ils veulent trouver des images, est-ce qu'ils veulent... Voilà, donc ranker sur cette requête, ça va être extrêmement difficile et ça va pas forcément être la requête qui convertit le mieux. Donc des fois, il vaut mieux chercher la facilité. Comme tu as dit, essayer de ranker sur meilleur, comparatif, avis, test, top, etc. Et donc là, forcément, on va être sur des requêtes à peut-être 500 ou 1000 recherches mensuelles. Mais les gens, ils sont là pour acheter, ils sont vraiment dans une démarche commerciale. Donc ça, c'est intéressant à attaquer. Ok. Donc tout à l'heure, tu parlais justement de Google France. Est-ce que toi, tu as des sites dans d'autres langues que le français? Alors par le passé, oui, j'ai fait l'affiliation Amazon US, donc aux États-Unis. Donc j'avais, c'est à l'époque où je faisais des sites sur les jeux vidéo. J'avais notamment fait j'avais fait 2 sites sur GTA 5 et sur les Sims 4. Ok, d'accord. Donc j'avais fait les sites entièrement en anglais, j'avais fait des pages Facebook. Et comme j'avais été l'un des tout premiers à faire ça et que j'avais des compétences SEO, j'ai pu rapidement en fait atteindre le top des résultats en fait sur GTA 5, sur Google, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, dans plein de pays, et également sur Facebook aussi. J'avais la première communauté sur Facebook dédiée à GTA 5. Jusqu'au lancement du jeu en fait. Et après, forcément, je me suis fait dépasser par les sites officiels. Et donc là, il y avait le site de Rockstar Games, il y avait la page officielle de GTA 5 qui me sont passés devant. Mais c'était tellement énorme en fait que voilà, c'était vraiment une expérience très riche. Et à l'époque, je faisais donc l'affiliation Amazon, donc US, et puis je m'étais mis sur différentes marketplaces pour pouvoir vendre un petit peu à tout le public anglophone. Ok, donc là maintenant essentiellement franco-français. Maintenant, voilà, pour moi, mon expertise, c'est le marché français. J'ai un réseau de sites qui est tout en français. J'ai plein de contacts SEO aussi qui sont en français, donc c'est bien aussi pour les échanges, tout ça. Donc forcément, pour moi, c'est... disons que voilà, peut-être que ça serait une perte d'énergie, de temps, peut-être d'argent de me focaliser sur un autre marché, alors qu'on a déjà un potentiel énorme en fait en France. En France, c'est vrai que... Ah mais tout à fait, il y a encore plein de niches, de thématiques à aller fouiner, ou sur lesquelles se positionner. Tous les ans, à chaque fois, j'entends le fait que mais de toute façon... tout est saturé. Je fais non, tout n'est pas saturé. Tu as toujours des sites qui tombent, tu en as qui reviennent, tu as des niches, tu as des nouveaux produits, il y a toujours moyen de se positionner sur une thématique sans aucun problème. Exactement. Et c'est vrai que même par exemple, tu vois, comme j'ai une formation dédiée à l'affiliation Amazon, pour cette formation, ce que j'avais fait, c'est que j'avais réuni un paquet d'idées de niche finalement dédié donc à l'affiliation Amazon pour aider les gens justement à se lancer, pour aider les élèves à attaquer en partant sur les meilleures niches. Et pendant plusieurs jours, en fait, j'ai fait une grosse prospection et des idées. En fait, j'en ai trouvé des centaines. J'ai trouvé des centaines d'idées intéressantes à attaquer, que ce soit avec l'affiliation Amazon, mais également aussi j'ai trouvé d'autres pistes. Donc coupler affiliation Amazon avec autre chose. Donc effectivement, des niches, il y en a énormément. Et je pense qu'on est même mieux placé en France qu'aux États-Unis, par exemple, où l'affiliation c'est déjà beaucoup plus populaire, les sites de niche aussi, voilà, on en parle beaucoup. En France, on est encore
peu d'acteurs à en parler, il y en a peu qui se lancent aussi. Donc il y a beaucoup de place à prendre, notamment sur les plus petites requêtes. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'aussi pour tout ce qui était niche, je me souviens, il y a peut-être 2-3 ans en arrière, j'avais lancé le challenge Amazon où je m'étais donné 1 an pour générer 1 000 € avec l'affiliation Amazon. Donc c'est vrai que bon, en toute honnêteté, ça n'a pas forcément marché dans le sens où j'avais aussi d'autres projets à côté et j'ai peut-être pas, comment dire, j'ai sous-estimé la charge de travail finalement. Donc j'ai un peu laissé de côté. Mais j'avais des personnes qui me suivaient justement dans un genre d'abonnement mensuel. Et en gros, je leur envoyais 10 niches par mois en affiliation Amazon. Et tous les mois, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur trouver? Et puis tu te mets 1 heure sur ton PC. Et puis tu fais, ah ouais, mais en fait, j'en ai trouvé 15, 20, 30 niches, quoi, finalement. Il y a toujours des petits trucs, des sous-thématiques, des sous-produits, des choses comme ça. Il y a toujours un moyen de trouver quelque chose sur Amazon. Ouais, une fois qu'on a la méthodologie, en fait, qu'on peut trouver, qu'on a les outils aussi qui sont là pour aider. Je pense notamment à Keyword Finder ou SEO Cockpit. On a juste à allier finalement un nombre de recherches mensuelles assez satisfaisant. Ouais. Une requête sur un produit qui va bien se vendre en ligne. Et une faible compétitivité SEO. Et puis derrière, après, il n'y a plus qu'à lancer le site, le contenu qui va bien avec. Et puis après, les revenus passifs peuvent arriver au bout de quelques mois sans problème. Et ouais, clairement. Là, tu as abordé 2-3 logiciels. Selon toi, quelle est la panoplie de base du débutant pour pouvoir se lancer dans les sites de niche en termes de logiciels? Alors, le débutant, je sais qu'il va forcément avoir un budget limité. Donc idéalement, il faut pas qu'il en prenne trop d'un coup aussi, parce que c'est vrai qu'il risque d'être submergé d'informations. Ouais. Mais c'est bien déjà d'avoir au moins un outil. Pour moi, aujourd'hui, la meilleure suite, ça va être, ça s'appelle Mancus. Donc, c'est ce qui va inclure, en fait, Keyword Finder. D'accord. Et d'autres outils SEO qui sont avec. Donc, ils proposent des abonnements tout simplement très intéressants. Le tarif, il est attractif. Et on a accès à plein d'outils utiles qui vont permettre de pouvoir trouver des niches, analyser des sites, analyser ses propres sites, pouvoir en tirer plein d'informations pertinentes. Et donc, c'est vrai que après, je vais pas forcément recommander un Ahref. Même s'il est excellent, il revient quand même à $100 par mois pour le plan light. Donc voilà, pour quelqu'un qui se lance, pas encore. Mais pour quelqu'un qui a déjà bien développé son réseau, oui, sans problème, Ahref, Majestic, ou encore, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rank Explorer aussi. Rank Explorer est vraiment très très bien fait. Ah, il est pas mal en plus, il est pas très cher. Il y a une version light. Bon, on a que 10 recherches, enfin 10 pages de recherche par jour. Mais ça suffit largement si on veut savoir combien il y a de recherches sur un mot-clé. Ça, c'est... Et je crois qu'après, sinon, c'est du 29 hors taxe par mois. Tu te le prends un mois, tu fais tes recherches à fond pour l'année ou pour le trimestre. Et ma foi, t'as de quoi faire, quoi. Ouais. Franchement, les deux outils, donc Rank Explorer et Keyword Finder, pour moi, ce sont mes deux favoris. En fait, c'est les deux que j'utilise presque au quotidien. Et tu les abordes ça dans ta formation Amazon, dans des modules qui te permettent justement, t'expliquent un petit peu comment fonctionnent les logiciels? La prise en main. Oui, j'explique. Oui, bien sûr, j'explique comment je m'y prends exactement pour aller trouver les niches avec les outils que j'utilise, etc. Oui, tout ça a été abordé. Ok. Donc maintenant, si on parlait un petit peu chiffres, pour savoir entre combien et combien tu peux générer avec un site par mois. On va dire la fourchette basse et la fourchette haute. Alors là, tu sais que moi, j'ai de tout en fait. J'ai des sites qui sont récents, qui génèrent encore quasiment rien, donc il y a du travail à fournir. J'ai des sites qui vont démarrer à quelques dizaines d'euros par mois, et après ça peut monter à 1 000 € par mois pour un site à lui seul. Donc. Ouais. Alors après c'est vrai que j'ai une panoplie vraiment énorme, mais dans la moyenne, mes sites de niche vont générer quelques centaines d'euros par mois. Ouais, donc c'est quand même agréable. Imagine que tu as ne serait-ce que, allez, on va dire 5 sites de niche. Si vraiment tu es bien tombé et que tu as bien optimisé, tu peux dépasser la barre des 1 000 € par mois. Ou du moins t'en rapprocher énormément. Et l'intérêt aussi, c'est que c'est quand même, t'as toujours de l'entretien. C'est vrai que j'avais abordé ça avec pas mal de web entrepreneurs, le cas des revenus passifs, qui sont passifs mais pas à 100%. Il y a toujours une dose de travail. C'est un petit peu, j'aime bien prendre cette image-là. Si tu as une locomotive, tu vas charger en charbon, tu vas travailler comme un porc pendant 1 à 2 heures, enfin, dans la locomotive, mais là, 1 à 2 mois sur tes sites, voire un peu plus pour la question de créer le système finalement.
Et puis à partir du moment où la locomotive est lancée, bah, il faut toujours remettre un petit peu de charbon pour garder le rythme de croisière. Parce que si à un moment tu laisses trop longtemps les sites, encore ça dépend. Il y a des sites, j'avais laissé 1 an et ça marche toujours, mais il y a toujours un moment où bah, tu as des nouveaux concurrents, tu as des updates Google, donc tu es toujours obligé de mettre un petit coup de pelle de charbon de temps en temps, quoi. Mais bon, Ouais. on va dire que le travail par ton taux horaire, après 6 mois de travail, on va dire, où t'as bien bossé, le taux horaire est quand même assez sympa. Ouais, tout à fait. Bah, forcément, en général, le gros du travail, il va figurer au lancement du site. Donc, il va falloir tout faire, il y a tout à faire. Et au début, on génère pas forcément de revenus parce que, voilà, on rentre pas encore sur Google. Donc, c'est vrai que ça peut en décourager plus d'un, le fait de pas avoir de résultats immédiats par rapport au travail que l'on fournit. Ouais. Mais voilà, il faut être patient, il faut fournir le travail qu'il faut, autant en interne qu'en externe. Mmh. Même si le site il est parfait, il faut aussi travailler derrière son référencement pour pouvoir ranker. Et une fois que tout est fait comme il faut, voilà, les résultats ils commencent à apparaître au bout de quelques mois. Et donc voilà, une fois, il faut continuer de travailler un petit peu en fait jusqu'à ce qu'on ait atteint les résultats optimaux, donc c'est-à-dire atteindre le top de Google. Et puis après, ça va dépendre de la niche. Des fois, on a pas mal de niches sur lesquelles il n'y a pas forcément besoin de revenir. Et puis il y en a d'autres, voilà, c'est bien de mettre des petites mises à jour de temps en temps. Par exemple, si on est dans une niche technologique, là forcément, il va falloir mettre des mises à jour peut-être une fois tous les 1, 2 ou 3 mois maximum. Voilà, ça c'est essentiel. Et dans tous les cas, voilà, moi je recommande d'utiliser des outils pour se faciliter la vie. Par exemple, en tout ce qui concerne les mises à jour, on peut automatiser les mises à jour grâce à des outils comme Infinite WP ou Main WP. Hein. Ouais. Donc ça, ce sont des outils qui permettent vraiment de gérer son réseau depuis un espace centralisé. Et puis, je pense que lorsqu'on commence à gérer plusieurs sites, aussi c'est bien de commencer à déléguer à plusieurs personnes les tâches de rédaction, publication, de déléguer aussi la partie SEO pour pouvoir vraiment se focaliser sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Ouais, clairement. Bah après, tu es carrément dans une démarche entrepreneuriale où tu vas plus avoir une casquette de chef de projet où tu vas gérer tes rédacteurs, tes référenceurs. Et après, bon, moi je dis c'est toujours bien, et je pense que tu me contrediras pas là-dessus, c'est de mettre les mains dans le cambouis, de faire tes propres articles, de faire ton propre référencement. Parce que déjà, tu vas voir exactement ce que c'est, tu vas voir où il y a les difficultés. Et quand tu vas faire une prestation à côté, quand tu vas prendre une presta, tu sauras exactement quoi dire à la personne. Et quand la personne va te dire un tarif et qu'elle va t'envoyer le travail, tu vas pouvoir lui dire « Attends, là tu t'es foutu de ma gueule » ou « Là le travail, ça vaut vraiment ce que j'ai payé ». Exactement. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est impossible de se lancer dans ce business-là sans avoir mis les mains dans le cambouis, parce que voilà, on peut pas prendre plusieurs métiers en même temps comme ça et se permettre de tout déléguer d'un coup. Je veux dire, si on s'est soi-même investi dans la rédaction des articles pour son site, on va savoir exactement comment les structurer, comment les penser par rapport à la conversion, etc. Et le fait de faire ça par soi-même, c'est là où on va vraiment comprendre, ah oui, d'accord, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. C'est donc ça les titres, les sous-titres. Les mots-clés, il faut les passer tant de fois, et après on va pouvoir l'expliquer bien comme il faut au rédacteur ou à la rédactrice. Et il en va de même en fait pour toutes les petites tâches comme ça, que ce soit pour la rédaction, ou pour le SEO, ou même tout simplement pour monter un site WordPress. Ok. Donc c'est quoi selon toi les compétences principales à avoir quand on va se lancer sur les sites de niche? Justement en termes de référencement, de rédaction, tout ça. Je pense qu'il faut être un bon organisateur. Et il faut savoir bien planifier les choses, il faut être aussi persévérant. Donc voilà, c'est pas forcément des qualités techniques, mais ce sont plutôt des qualités humaines. Il faut savoir aller au bout des choses. Et je pense qu'il faut être bon, il faut aller se former aussi. Il faut pas avoir peur aussi d'aller apprendre des nouvelles choses. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc il va falloir apprendre le référencement. Ça va être une des qualités numéro 1 en fait pour s'en sortir. La deuxième grande qualité, ça va être de pouvoir trouver des bonnes niches. Ouais. Et puis la troisième, ça va être aussi le choix des bons produits en affiliation et le fait d'être bon aussi en conversion, de savoir bien convertir, savoir bien vendre, maîtriser toutes les bases du copywriting, savoir créer des tableaux, ce genre de choses et bien les mettre en avant. Ouais, tout à fait, mais c'est intéressant que tu abordes ce sujet-là parce que c'est vrai que des fois on se dit tiens, je veux doubler mes ventes, alors je vais essayer de doubler mon trafic.
Sauf que si tu arrives à doubler le taux de nombre de clics sur tes liens affiliés, ce qui va te prendre parfois juste le fait de mettre en place un tableau ou de changer, je caricature, hein, mais soit le texte de ton encre ou également la couleur de ton lien, tu peux multiplier par 10-20% ton nombre de clics. Ça t'aurait pris quoi, le temps de faire un changement, 2 minutes grand max, tu vois, et encore 2 minutes, tu t'es perdu dans WordPress. Mais voilà, je pense que c'est vraiment très très important. Donc tu disais également, donc c'est important de se former. Donc quelqu'un qui voudrait se lancer sur l'affiliation Amazon, je sais que toi, justement, on en a parlé un petit peu également dans ce podcast. Tu as une formation sur Amazon. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Si je prends la formation, qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce qu'elle contient? Alors en fait, il faut savoir que à la base, j'avais une formation site de niche qui était quand même assez générale où j'aborde toutes les solutions possibles en fait de monétisation. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez large, ça peut être pour quelqu'un ça peut être assez énorme et il peut être un petit peu perdu sur quelle voie choisir. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre une voie qui me semblait être la plus viable et l'une des plus faciles aussi pour se lancer dans l'affiliation, pour commencer à générer des revenus grâce au site de niche. Puis celle que tu maîtrises aussi, en plus, celle que tu maîtrises le mieux. C'est celle que je maîtrise le mieux aussi, donc c'est l'affiliation Amazon, c'est quelque chose qui existe depuis hyper longtemps. Je crois que c'est l'un des plus vieux programmes d'affiliation et je pense que c'est celui qui va exister le plus longtemps aussi. Hein. Donc c'est une valeur sûre et je me suis dit je vais faire une formation 100% dédiée sur ce format afin que les élèves ils puissent vraiment le maîtriser à 100%. Et ainsi je peux vraiment adapter mon discours de la création du site, du choix de la niche, des optimisations, tout ça, vraiment tout orienté autour de l'affiliation Amazon. Et donc cette formation en fait elle va aborder tout simplement tout l'univers de l'affiliation Amazon. Donc la personne qui prend cette formation, il saura exactement comment choisir sa niche, donc quels sont les meilleurs critères. Ouais. Il disposera également des idées que je lui ai fournies, hein, parce que chaque semaine j'envoie un email avec des idées. D'autre part, il saura exactement comment créer un site WordPress, quels sont les plugins exacts que j'utilise, comment les optimiser, comment optimiser le plugin AWP pour pouvoir optimiser ses ventes avec l'affiliation Amazon. Et toutes les techniques de conversion, de référencement pour le contenu, comment bien rédiger son contenu, comment le déléguer, comment même monter un réseau de blogs pour ensuite booster ses sites de niche Amazon. Donc c'est vraiment une formation qui aborde tout sur l'écosystème de l'affiliation Amazon et je pense que ainsi la personne elle va vraiment pas être perdue. C'est vraiment de étape par étape, de A à Z. Tu prends les personnes par la main et tu leur, dans l'espace de formation, tu montes ensemble avec la personne son ou ses sites en affiliation Amazon. C'est ça, exactement. Il faut savoir aussi que j'ai mis à disposition un forum privé sur lesquels les personnes peuvent se retrouver pour poser leurs questions, pour échanger, pour partager. Et je pense que là, c'est bien aussi pour trouver de bonnes idées ou tout simplement pour apprendre un petit peu des erreurs des autres, des réussites des autres. Et je pense que ça, c'est le petit plus aussi qui peut faire la différence. Ouais, puis ne serait-ce que pour échanger, par exemple... Je sais quand on est débutant, c'est jamais évident de faire de l'échange de liens parce qu'on a souvent un site, mais si vous êtes plusieurs débutants, c'est vrai que ça peut être également de faire de l'échange de liens entre débutants, entre guillemets, ou quelqu'un qui a découvert un spot, ou quelqu'un, j'ai telle personne là avec qui je veux faire un échange de liens, mais j'ai rien en échange, est-ce que toi tu peux pas lui faire un échange, on fait un échange à 3, et puis moi je te refile la balle sur autre chose. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir l'esprit communautaire derrière, parce que ça fait un peu en mode cerveau collectif. Et toi, le truc auquel tu n'aurais pas pensé, quelqu'un l'a déjà fait, et va pouvoir te filer le tips. Donc c'est vraiment, c'est vrai, tout ce qui est communautaire, tout ce qui va être forum, tout ça, c'est quand même hyper important pour pouvoir évoluer. Exactement. Ok. Bon, écoute, si vous, toi, auditeur, tu veux profiter et voir même un petit peu toute la formation de Maximilien, tu dois avoir le lien qui doit traîner quelque part autour de l'audio. À savoir également que pour les membres de la pod affiliation, donc pour devenir membre là, c'est simple, tu as juste un formulaire à remplir, c'est simple et c'est gratuit, tu vas le trouver quelque part, là tu as un lien qui doit être autour du podcast. Voilà, j'ai quelques bonus parce que j'ai quand même un petit peu d'expérience quand même dans l'affiliation, dans les sites de niche, également un petit peu sur Amazon. Donc il y a 2-3 trucs qui pourraient forcément te plaire et puis on a négocié 2-3 trucs avec Max. Tu deviens membre et tu vas voir, tu as quelques bonus un petit peu croustillants. Voilà.
Donc, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour, Max. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, voilà, j'avais quand même noté quelques questions. Quels sont les thèmes WordPress et quels sont les plugins que toi tu recommandes, que tu utilises? Alors, les thèmes WordPress, il y en a pas mal des sympas et assez simples à prendre en main. Alors, le premier éditeur, enfin, je vais faire par éditeur de thèmes, ça va être plus simple parce que chaque éditeur a ses propres thèmes après. Donc, on a Strive Themes. Ok. Donc, Strive Themes. On a My Theme Shop. D'accord. On a Elegant Theme, qui a deux thèmes très sympas, c'est Extra et Divi. Ok. Studio Press. Ouais. Il y en a tellement. Il y a le Generate Press aussi qui est bien. Donc ça, c'est un thème. Ok. Donc voilà, après, j'en ai vraiment pas mal. Mais en tout cas, déjà de partir sur ces 5 éditeurs, c'est parfait. Ok. Et ton préféré, c'est lequel? Ton thème préféré? Préféré. My Theme Shop, il est pas mal. Ouais. My Theme Shop, j'aime beaucoup. Je confirme. Ils sont agréables. Tu as autant des thèmes gratuits et des thèmes payants, enfin la version light et la version payante. Et c'est pas si cher, hein, je crois qu'ils font pas mal de promos. Tu peux t'en tirer avec un thème, on va dire, de manière vraiment pro, premium, pour $50, voire des fois même un peu moins. Ouais, même moins. Des fois, ils font des offres vraiment sympas, ouais. Et puis après, en ce qui concerne les plugins, alors là, forcément aussi, j'en ai beaucoup. Ouais, les plugins de base, tu vois, pour vraiment faire tourner ton site WordPress, pour l'optimiser, éventuellement pour tout ce qui va être sécurité, sauvegarde, des choses comme ça. Ouais. Tu vois, le truc, si tu peux pas monter un site WordPress sans ces plugins-là, sinon t'es pas dedans, quoi. Ok. Alors, pour la sécurité, installer au choix, soit SecuPress, ouais. soit WordFence. Ok. Qui te permettent quoi, cela? Comment? Ils te permettent quoi, cela? C'est pour la sécurité, hein. Ouais. C'est pour la sécurité, l'optimisation. Donc vraiment pour bien sécuriser son site. Ça, c'est l'indispensable pour moi quand on installe un WordPress, c'est d'avoir une sécurité. Après, pour tout ce qui est gestion des spams, ça va être Akismet. Ouais. Qui lui est généralement déjà installé. Il suffit simplement d'aller récupérer une clé API. Je crois que c'est ça. Ouais, une clé API. C'est ça. Voilà, c'est gratuit, ça prend quelques clics, hein, mais c'est vrai que pour tout ce qui va être spam, c'est quand même assez cool. Ouais. Après, pour le formulaire de contact, Contact Form 7. Ouais. Après, j'installe toujours maintenant un plugin pour tout ce qui est cookie, en fait, pour respecter la loi RGPD, donc ça va être Cookie Notice. Ok. Pour l'optimisation, pour créer des boutons d'appel à l'action, j'aime bien Shortcode Ultimate. D'accord. En payant, alors quand on fait de l'affiliation Amazon, pour moi c'est un indispensable, c'est le plugin AAWP. Ouais. Donc ça c'est vraiment le top du top. Après, quand on fait de l'affiliation dans d'autres domaines, si on veut faire des tableaux, je recommande TablePress. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? J'utilise personnellement InfiniteWP pour gérer mes sites à distance, par rapport aux mises à jour. Ok. Ce qui te permet de regrouper tous tes sites WordPress en un tableau de bord, c'est ça? Depuis un seul tableau de bord, c'est ça, exactement. Et après, je sais que j'ai oublié autre chose, parce que j'ai toujours une dizaine de plugins en général installés. Pour le SEO. Comment? Ah oui, il a fait ça, un plugin SEO. Ouais, ça c'est un indispensable. Plugin SEO, alors là, il y en a vraiment plusieurs des très bien. Il y a RankMath, il y a SEO Press, il y a The SEO Framework, et il y a All-in-One SEO Pack que j'utilise. Ouais. Et après, le plus connu, c'est Yoast SEO aussi. Okay. Mais moi, j'ai une préférence pour les 4, en fait. Ok, c'est vrai que moi aussi, j'ai la préférence pour All-in-One SEO. Je trouve qu'il est beaucoup plus simple. Déjà d'installation, tu as moins de réglages. Et finalement, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir une machine à gaz derrière pour, à partir du moment où tu as une bonne niche et tu as un bon référencement derrière. C'est ce que j'ai trouvé aussi. Ce qui est dommage avec Yoast SEO, c'est qu'il est un petit peu trop usine à gaz, beaucoup de configurations partout, pas forcément nécessaire. Avec All-in-One SEO, on a tout sur une seule page. C'est clair, net et précis, et voilà. Ouais, en 2-3 clics, t'as 2-3 champs à remplir, et puis basta, quoi. Il y a des fois, faut savoir pourquoi on fait un site de niche. On fait pas du site de niche pour passer 2 heures à faire du référencement. On fait un site de niche pour faire du cash, merde. Ok, je crois qu'on va arriver à la fin de ce podcast. Je pense que toi, auditeur, t'as pu avoir pas mal de pépites. Je pense que il y aura sûrement un récapitulatif des choses qu'on a abordées dans l'audio.
Donc tu regardes en dessous, peut-être que je ferai un PDF à télécharger ou peut-être que tu auras tous les liens en dessous. Enfin bon, tu regardes, ça je vais m'en occuper après le podcast. Max, écoute, je te remercie pour cette intervention. Merci à toi, Kevin. Ouais, j'aime beaucoup ce format podcast, hein, comme je te disais également à Fred, on est plus en termes, je vais pas dire intimiste parce que ça peut faire un peu un double sens, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de partage. Écoute, toi qui écoutes ce podcast, dis-le-moi dans les commentaires, que ça soit sur YouTube, que ça soit, je sais pas, sur le blog, si je vais activer les commentaires, mais sur les plateformes également de podcast sur lesquels tu écoutes cet audio. Voilà, dis-moi dans les commentaires, mets-moi un pouce vers le haut si tu aimes tout ça. Et Maximilien, je te remercie. Hein. Merci à toi, Kevin. Écoute, bonne soirée parce que tu es à Bangkok. D'ailleurs, à Bangkok, ça se passe plutôt bien installé. Ouais. Très bien installé. En ce moment, il fait super chaud. C'est le nouvel an thaï, donc là, c'est le plus chaud de l'année. Hein. Ça y est, t'as pu balancer 2-3 seaux d'eau sur la gueule des Thaïs, non? Ah ouais, franchement, c'est pas mal, c'est assez marrant. Hein. C'est comme c'est la fête de l'eau, c'est vrai que c'est un petit peu la fête partout. Je sais pas si toi, auditeur, t'as eu l'occasion d'aller en Thaïlande pour le nouvel an thaïlandais, donc Songkran. Ouais, c'est à faire. Tu sais que tu vas choper la crève, quoi qu'il advienne, mais tu t'éclates bien. Voilà, pour caricaturer, c'est bataille d'eau géante dans toute la ville et dans tout le pays. Voilà. C'est clair. Bon, écoute, je te laisse retourner à tes occupations, Max. Je te remercie. Et puis, écoute, soit on se reverra sur Bangkok ou également en France si tu repasses par là, mais je pense qu'on arrivera à se revoir dans l'année. Écoute, avec grand plaisir. Auditeur, je te laisse à la fin du podcast finalement. Et puis on se retrouve très bientôt dans un nouvel audio. À bientôt, ciao, bye bye. Ciao. Voilà pour ce premier épisode. Un grand merci à Maximilien pour tous les conseils qu'il a partagés avec nous au cours de ce podcast. À savoir également, je te le rappelle, si tu veux aller beaucoup plus loin dans l'affiliation Amazon, sache que Maximilien propose une formation pour t'accompagner de A à Z. Et également pour les membres de la pod d'affiliation, je te rappelle, tu as tous les renseignements pour pouvoir devenir membre et c'est gratuit dans la description de la vidéo YouTube ou également sur le blog ou également sur le podcast de SoundCloud en fonction de la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Et donc tu as 3 déjà bonus gratuits, donc à savoir 3 vidéos, 3 audios qu'on a tourné, 3 audios privés dans lesquels dans un premier temps on va te montrer les 5 critères pour détecter une niche rentable sur Amazon. Également on verra dans un second audio comment éviter les erreurs qui vont te faire pénaliser par Amazon. Et également le troisième audio privé, ça va être une étude de cas dans laquelle avec Maximilien on détecte une niche rentable sur Amazon. Également, si tu décides de franchir le pas et de te faire accompagner par Maximilien, sache également que je vais offrir des bonus pour un temps limité pour toutes les personnes membres de la pod d'affiliation qui iront se former avec Maximilien. Voilà, tu as tous les liens dans la description, tu as tous les renseignements et quant à nous, on se retrouve dans un prochain podcast. À très bientôt.